9 millions de kilomètres carrés de sable et de roches font du Sahara le désert le plus vaste et le plus aride de notre planète. Pourquoi cette étendue hostile a-t-elle longtemps été perçue comme la frontière ultime de la vie, où la progression des dunes érode non seulement la végétation, mais aussi la persévérance humaine? On pourrait penser qu'une telle aridité est une fatalité immuable. Mais en réalité, cette désolation n'est que le point de départ d'une remise en question technologique et écologique majeure, face à un environnement qui détruit systématiquement chaque tentative de verdissement depuis des décennies. Les abeilles ont été initialement proposées comme un vecteur de restauration pour ces paysages africains parmi les plus rudes. On peut remarquer comment ces insectes agissent comme des agents de maintien des écosystèmes dans d'autres zones désertiques du globe. Mais ce n'est que le début d'une compréhension plus profonde des limites physiques. La suite devient plus complexe car ces insectes ne peuvent ni générer de l'eau, ni transformer directement le sable stérile en un sol fertile. L'équipement naturel des pollinisateurs ne leur permet de réintégrer un milieu que lorsque la base écologique a été préalablement réparée par l'ingénierie humaine. L'humanité a dû modifier radicalement sa stratégie pour privilégier une approche fondamentale basée sur la gestion physique des terres et des ressources hydriques. Tout se complique encore lorsque les ingénieurs passent de la biologie à la géomorphologie. De ce constat technique est né le projet de la Grande Muraille Verte d'Afrique, une entreprise de restauration à une échelle sans précédent. L'équipement sépare progressivement les zones de sable mobile des surfaces stabilisées grâce à des interventions mécaniques précises. Des excavations en forme de croissant, appelées demi-lunes, sont tracées dans le sol pour capturer chaque goutte des rares précipitations. On voit comment les tracteurs et les outils de terrassement déplacent des tonnes de terre pour briser la croûte superficielle et favoriser l'infiltration. La suite devient plus complexe avec la mise en place de barrières physiques contre le vent. La poussière retombe lentement derrière ces structures, permettant au processus de restauration de gagner en vitesse et en stabilité structurelle. Cette transition entre l'usage fragile des espèces vivantes et la construction massive d'ouvrages de terre marque le passage au niveau suivant de l'intervention environnementale. Le processus ne fait que prendre de la vitesse, alors que les chantiers s'étendent sur des milliers de kilomètres. On peut remarquer la précision des alignements qui structurent désormais le paysage pour contrer l'érosion éolienne. Ce cheminement technique transforme progressivement la surface du désert en un système fonctionnel capable de supporter à nouveau un cycle biologique autonome. Le traitement ultérieur ne fera que renforcer sa solidité et sa viabilité à long terme. 9 millions de kilomètres carrés de sable et de roches, c'est l'étendue que l'on attribue souvent au Sahara, en le percevant comme une masse inerte et figée au centre du continent africain. Pourquoi ce désert semble-t-il progresser inexorablement, alors qu'il paraît immobile à l'échelle humaine? On pourrait imaginer une barrière naturelle stoppant l'avancée des dunes, mais en réalité, le Sahara fonctionne comme un système dynamique en mouvement perpétuel. Au cours du dernier siècle, la bordure méridionale de ce désert s'est déplacée de manière constante vers le Sahel, envahissant une région où des populations ont cultivé la terre, élevé du bétail et construit des moyens de subsistance pendant des générations entières. L'avancée du désert transforme physiquement la structure du sol. Les paysages qui abritaient autrefois des herbes denses et des arbustes se métamorphosent progressivement en surfaces nues et craquelées, dépouillées de toute capacité de régénération autonome. On peut remarquer comment la terre perd sa texture meuble pour devenir une croûte rigide et stérile sous l'effet de l'érosion. Mais ce n'est que le début. L'élément le plus alarmant de cette mutation n'est pas le sable lui-même, mais la disparition totale des strates écologiques de transition qui servaient de tampon entre les zones arides et les zones fertiles. À mesure que la végétation clairsemée s'évanouit, le sol perd sa couverture protectrice essentielle contre les éléments. La suite devient plus complexe, car sans ces racines pour maintenir la structure, l'équilibre hydrique se rompt. L'eau de pluie ne s'infiltre plus dans les couches profondes et chaque saison humide finit par emporter avec elle un fragment supplémentaire de la fondation biologique du terrain. On voit comment le ruissellement superficiel arrache les sédiments fertiles au lieu de nourrir la nappe phréatique.
La désertification ne se manifeste donc pas comme un effondrement soudain ou une catastrophe spectaculaire, mais plutôt comme un drainage lent et silencieux de toute forme de vie organique. Le processus ne fait que prendre de la vitesse jusqu'à ce que l'écosystème ne possède plus aucun point d'appui pour revenir à son état antérieur de productivité. D'apparence facile à ralentir, ce phénomène est en réalité une dégradation irréversible de la structure même de la Terre. Tout se complique encore lorsque l'on analyse les causes profondes de ce basculement. La question centrale ne réside plus dans la manière de verdir le Sahara par des moyens artificiels, mais dans la compréhension des mécanismes qui ont fait perdre aux terres marginales leur capacité initiale à soutenir la vie. Cela ne s'arrête pas à cette étape de simple observation géologique. Alors que la fondation écologique commence à s'effriter, les rôles des liens biologiques fondamentaux, allant de la physiologie des plantes aux agents pollinisateurs comme les abeilles, subissent des mutations structurelles profondes. Le métal de la chaîne biologique se brise, rendant la reconstruction de l'habitat de plus en plus incertaine. L'équilibre naturel se déplace vers un nouvel état de fragilité permanente. Un tiers de l'alimentation humaine consommée quotidiennement à l'échelle mondiale repose de manière directe ou indirecte sur le travail de pollinisation effectué par les abeilles et les espèces apparentées. Ces insectes ne sont pas de simples organismes biologiques, mais constituent une véritable infrastructure écologique indispensable au fonctionnement de la planète. Pourquoi ces créatures minuscules occupent-elles une place aussi centrale dans la chaîne de production du vivant ? On pourrait supposer que la croissance des végétaux est un processus autonome, mais en réalité, des pommes aux amandes, en passant par les melons et les légumes feuillus, la survie de ces cultures dépend de ces vols incessants et méthodiques qui assurent le transport du pollen. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Les abeilles ne génèrent pas la vie ex nihilo, mais leur présence ou leur absence détermine si le cycle biologique peut se perpétuer ou s'interrompre. On voit comment la disparition de ces pollinisateurs déclenche un effondrement qui ne ressemble en rien à une catastrophe sonore ou dramatique. Tout se complique encore lorsque le déclin s'installe, car il se manifeste par un silence progressif et souvent irréversible au sein des paysages. À l'opposé, le retour des colonies entraîne une restauration de l'équilibre environnemental beaucoup plus rapide que les prévisions ne le laissent entendre. On peut remarquer comment les fleurs sauvages réapparaissent en une seule saison de floraison, tandis que les graines sont dispersées sur des distances nettement plus importantes par le vent et les vecteurs naturels. Les parcelles de végétation isolées se reconnectent progressivement pour former un tapis végétal continu et homogène. Mais ce n'est que le début. Les abeilles sont pour cette raison considérées par les scientifiques comme de véritables indicateurs biologiques. Là où les populations se multiplient, les écosystèmes fonctionnent avec une précision mécanique optimale. Même dans des environnements aux conditions climatiques extrêmes, cette fonction régulatrice demeure inchangée et constante. Passage au niveau suivant. 1000 espèces d'abeilles, c'est le nombre de variantes qui parviennent à survivre dans le Nevada, l'un des États les plus arides et les plus chauds du continent américain. À travers les déserts et les paysages semi-arides, ces insectes pollinisent les plantes indigènes tout en maintenant une couverture végétale clairsemée mais stable. L'équipement naturel sépare progressivement la terre fertile de l'érosion, empêchant indirectement le sol de se transformer intégralement en sable sous l'effet de la chaleur. La suite devient plus complexe. La chute des populations d'abeilles au début des années 2000 n'a pas seulement entraîné la raréfaction de la production de miel. C'est l'ensemble de l'écosystème local qui a perdu sa robustesse, devenant soudainement beaucoup plus fragile face aux agressions extérieures. On peut remarquer comment la structure du paysage change lorsque la pollinisation décline. Le Nevada expose une réalité technique et biologique fondamentale sur la résilience du vivant. Même aux limites de la survie, là où les ressources en eau sont quasi inexistantes, les abeilles demeurent une force motrice qui maintient l'équilibre des cycles naturels. La matière biologique s'en va ainsi plus loin, le long de la chaîne de l'existence. Des dizaines de reines abeilles, maintenues dans un état de léthargie artificielle par un froid contrôlé, constituent le point de départ d'une hypothèse audacieuse pour la survie des écosystèmes. Pourquoi envisager le transfert de ces insectes vers les zones les plus arides du globe ?
On pourrait supposer que l'introduction d'une espèce délicate dans un environnement extrême est vouée à l'échec. Mais en réalité, le rôle des abeilles dépasse la simple survie individuelle, car elles agissent comme un déclencheur biologique capable de freiner l'effondrement total de paysages aussi hostiles que le Nevada ou la vallée de l'Arava. Le transport de ces spécimens s'effectue par-delà les mers et les étendues de sable, jusque dans les profondeurs du Sahara, avec un métabolisme ralenti pour garantir leur viabilité à l'arrivée. Mais ce n'est que le début. L'objectif technique n'est pas de transformer immédiatement le désert en prairie verdoyante, ce qui serait physiquement impossible, mais d'amorcer une réaction en chaîne écologique. On voit comment l'équipement de transport spécialisé préserve ces organismes jusqu'à leur déploiement sur le terrain. L'introduction de ces pollinisateurs permet aux plantes pionnières de se reproduire enfin, évitant ainsi que la végétation émergente ne reste isolée et stérile. Ce processus crée les premiers points d'ancrage biologique nécessaires à la récupération lente des sols. La suite devient plus complexe. Dans le désert de l'Arava, en Israël, des ruches sont placées directement au milieu des champs, au cœur d'un terrain rocheux et sec. L'équipement sépare progressivement les zones de culture des étendues sauvages, grâce à une gestion précise de la pollinisation. Les abeilles y ont non seulement survécu, mais elles sont devenues la fondation même de l'agriculture désertique moderne, augmentant de manière mesurable les rendements globaux. Cela ne s'arrête pas à cette étape. Les abeilles transforment des surfaces autrefois jugées incultivables en sources majeures de production agricole, en extrayant le potentiel maximal de ce que le sol peut supporter. À première vue, cette réussite semble spécifique à une région, mais en réalité, elle sert de modèle pour des échelles bien plus vastes. L'équipement de surveillance confirme que l'activité des insectes stabilise la croissance végétale là où tout était considéré comme mort. Tout se complique encore lorsque l'on transpose ces résultats au Sahara, un environnement beaucoup plus vaste, aride et dangereux. La poussière retombe lentement sur les nouvelles installations expérimentales, alors que le défi technique change de dimension. Le processus ne fait que prendre de la vitesse, transformant chaque ruche en un catalyseur de vie au milieu du vide. Le flux biologique quitte ainsi le stade de l'hypothèse pour passer à une phase d'application concrète en milieu hostile. Le traitement ultérieur des données récoltées ne fera que renforcer la viabilité de cette stratégie à long terme. La matière organique commence à s'accumuler, préparant doucement le terrain pour les cycles de vie suivants. Le processus achève cette phase, ouvrant la voie à une observation prolongée des écosystèmes en formation. 70 degrés Celsius, c'est la température extrême que peut atteindre le sable du Sahara sous un soleil vertical. Pourquoi une telle chaleur rend-elle l'implantation des colonies de pollinisateurs pratiquement impossible sans intervention préalable? On pourrait imaginer que les abeilles, habituées aux climats arides du Nevada ou de l'Arava, s'adapteraient sans peine à ce désert. Mais un délai de réflexion s'impose car le Sahara ne ressemble à aucun autre environnement et pousse les limites biologiques au-delà de leur point de rupture habituel. L'équilibre thermique à l'intérieur d'une ruche doit impérativement se maintenir autour de 35 degrés pour assurer la survie du couvain. Lorsque l'air extérieur franchit ce seuil critique, la colonie entière bascule dans un mode de survie acharné et ininterrompu. On voit comment les ouvrières s'activent pour transporter de l'eau et battre des ailes avec une fréquence élevée, agissant comme de véritables ventilateurs vivants pour refroidir l'habitat. Mais ce n'est que le début. Une telle dépense énergétique n'est viable que si la canicule finit par s'atténuer à un moment donné du cycle quotidien. Le Sahara se distingue pourtant par la persistance implacable de sa chaleur, qui ne recule jamais vraiment. L'air y est totalement dépourvu d'humidité, créant un environnement où le facteur le plus létal n'est pas seulement l'intensité du rayonnement, mais sa durée ininterrompue. La suite devient plus complexe. À première vue, la cire semble être un matériau robuste, mais en réalité, elle possède un point de fusion qui la rend vulnérable lors des vagues de chaleur prolongées. Des observations scientifiques menées dans le Nevada, où subsiste pourtant de la végétation et des nappes phréatiques, ont montré des structures de ruches s'affaissant sous leur propre poids. La cire se ramollit, l'architecture alvéolaire s'effondre et les colonies n'ont d'autre choix que d'abandonner leur nid pour éviter une mort certaine. Tout se complique encore. Si l'effondrement des structures se produit dans des écosystèmes encore fonctionnels, le risque devient exponentiel dans le vide biologique du Sahara.
Même les espèces les plus résistantes au stress thermique, à l'image des abeilles d'Afrique de l'Est ou des abeilles nubiennes, sont incapables de subsister sur une étendue de sable nu. L'équipement biologique de ces insectes ne leur permet pas de générer de l'eau ou de transformer le substrat minéral en terre fertile. Des traces de colonies anciennes découvertes à proximité des oasis de Koufra prouvent que la vie a persisté durant des millénaires dans ces régions. Cependant, ces traces ne se trouvent que là où l'eau, la flore et un sol capable de retenir l'humidité étaient déjà présents. On peut remarquer que les abeilles ne sont pas les architectes de ces conditions primordiales, mais plutôt leurs bénéficiaires. Elles ne peuvent pas restaurer un écosystème dont les fondations mêmes se sont déjà désintégrées. Le passage au niveau suivant exige donc une préparation rigoureuse du terrain avant tout retour des insectes. Les limites physiologiques des pollinisateurs apparaissent alors avec une clarté technique indéniable face à l'immensité saharienne. Si l'abeille ne constitue pas le point de départ de la revitalisation, une interrogation plus pratique et fondamentale surgit. Qui ou quel mécanisme technique travaille actuellement dans l'ombre pour réparer les cycles de l'eau et la structure des sols arides? Le processus de préparation de la terre est indispensable pour offrir à nouveau une chance à la vie de s'installer. C'est ainsi que s'achève l'analyse des contraintes biologiques immédiates dans le désert. La matière attend désormais que les conditions structurelles soient réunies pour passer à la phase suivante de la transformation. 9 200 000 km², c'est la superficie colossale qu'occupe actuellement le désert du Sahara, recouvrant ainsi près d'un tiers de la totalité du continent africain. Pourquoi ne pas introduire massivement des abeilles pour restaurer cet écosystème aride? On pourrait penser que ces pollinisateurs sont la clé de la biodiversité. Mais en réalité, le Sahara n'a pas besoin d'insectes à ce stade de sa dégradation, car il requiert un socle bien plus fondamental, à savoir un sol capable de retenir l'humidité et une eau capable de stagner assez longtemps pour que la vie puisse redémarrer depuis les profondeurs de la Terre. Les abeilles ne créent jamais ces conditions physiques primordiales. Elles ne réapparaissent que lorsque ces paramètres vitaux sont déjà solidement établis. C'est précisément le long de la frange méridionale du Sahara, là où les dunes rencontrent les terres du Sahel, que les populations locales ont adopté une stratégie radicalement différente. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Au lieu de débuter par l'introduction d'animaux ou même la plantation de végétaux, l'effort se concentre prioritairement sur la réparation mécanique et structurelle de la terre elle-même. De cette décision technique est né un programme d'envergure internationale connu sous le nom de Grande Muraille Verte pour l'Afrique. L'équipement de surveillance montre que le désert, dont la taille rivalise avec celle des États-Unis d'Amérique, continue de s'étendre de manière alarmante chaque année. On voit comment le Sahara progresse vers le sud, et si le Sahel ne s'efface pas de la carte en une seule nuit, il perd néanmoins progressivement sa faculté de maintenir toute forme de vie humaine. La suite devient plus complexe. Un paradoxe hydrologique frappe cette région. Le Sahel n'est pas une terre totalement privée de précipitations. Chaque année, cette zone géographique subit encore des saisons des pluies courtes, mais d'une intensité extrême. Le problème ne vient pas du ciel, mais de la structure géologique de surface. Le sol a totalement perdu sa capacité naturelle d'absorption. On peut remarquer comment la surface terrestre, après des décennies d'exploitation intensive, de pâturage excessif et de sécheresse récurrente, s'est compactée jusqu'à devenir totalement hermétique. La terre durcit au point d'atteindre une consistance similaire à celle du ciment industriel. Tout se complique encore lors des précipitations. Lorsque la pluie tombe sur cette croûte imperméable, l'eau ne s'infiltre plus du tout dans les couches souterraines. On voit comment les flux hydriques se précipitent violemment à travers la surface, engendrant des crues soudaines et dévastatrices avant de s'évaporer ou de disparaître totalement. Mais ce n'est que le début d'un mécanisme de destruction plus vaste. Un cycle vicieux et mortel s'installe alors durablement. La sécheresse fragilise d'abord la cohésion du sol, puis les pluies torrentielles accélèrent le phénomène d'érosion mécanique. La couche arable, pourtant fertile et indispensable, est littéralement balayée par le ruissellement. À chaque cycle saisonnier, la terre devient de moins en moins apte à conserver la moindre goutte d'eau. La désertification ne doit donc pas être perçue comme un simple aléa climatique, mais comme l'effondrement intégral du système d'interaction entre l'eau et le sol, qui soutenait autrefois la vie en bordure du désert.
De ce constat technique a découlé une nouvelle méthodologie pour la Grande Muraille Verte. Le projet n'a pas commencé par la mise en terre de jeunes arbres, mais par une interrogation technique fondamentale sur la physique des fluides. Comment forcer l'eau à rester prisonnière de la Terre avant même d'envisager le retour de la moindre forme de vie biologique? Le processus passe doucement à la transformation finale de la gestion des ressources. Milliards de jeunes arbres ont été introduits dans la zone du Sahel au cours des dernières décennies lors de vastes campagnes de reboisement financées par des milliards de dollars d'aide internationale. Pourquoi cette stratégie de plantation massive a-t-elle mené à des résultats quasi systématiquement tragiques dans la plupart des régions? On pourrait penser que l'apport massif de végétation est la solution directe contre l'avancée du désert. Mais en réalité, le reboisement sans préparation préalable condamne les végétaux à une mort certaine dès les premières saisons sèches. L'erreur ne réside pas dans un manque de volonté humaine ou de moyens financiers, mais dans une faille technique de séquençage des opérations. Les jeunes plants ont été insérés dans un sol ayant déjà perdu sa structure physique élémentaire. On voit comment la Terre, dépourvue de micro-organismes vivants, devient incapable de remplir sa fonction première de rétention hydrique. Mais ce n'est que le début des complications mécaniques pour la survie du végétal. L'équipement de mesure indiquerait des températures de surface qui montent en flèche dès que le soleil revient après une averse. L'humidité s'évapore en quelques heures seulement, ne laissant aucune chance aux racines de s'enfoncer assez profondément. La suite devient plus complexe car, sans humidité résiduelle, le système racinaire ne peut pas forer la terre compactée pour atteindre les couches protectrices du sous-sol. Planter des arbres sur un sol mort revient techniquement à installer une machine sophistiquée sur une fondation totalement effondrée. On peut remarquer que l'eau de pluie, au lieu de s'infiltrer, ruisselle trop rapidement sur la surface durcie, emportant avec elle les derniers sédiments fertiles. Le processus ne fait que prendre de la vitesse dans un cycle de dégradation où la terre rejette la vie au lieu de l'absorber. Le problème central du Sahel ne provient pas d'une simple pénurie de verdure visible, mais de la perte de la capacité biologique du sol à soutenir un métabolisme vivant. Si cette fondation géologique et microbienne n'est pas réparée en priorité, chaque effort de surface restera une mesure temporaire sans lendemain. La matière organique doit être restaurée avant que le premier arbre ne puisse espérer s'enraciner durablement. Le métal et la technologie ne peuvent rien contre une structure physique qui refuse l'absorption de l'eau. Tout se complique encore lorsque les statistiques révèlent des taux de mortalité massifs après seulement 1 ou 2 saisons des pluies. L'équilibre du terrain doit être rétabli pour permettre la phase suivante de restauration écologique. 20 pays. C'est le nombre impressionnant de nations qui se sont mobilisées après une succession d'échecs environnementaux majeurs. Pourquoi l'Union africaine a-t-elle lancé l'initiative de la Grande Muraille Verte en 2007 ? On pourrait supposer qu'une barrière physique est nécessaire pour bloquer l'avancée du sable. Mais en réalité, le projet ne cherche pas à ériger un rempart de végétation uniforme, car une telle structure ne survivrait pas aux cycles arides du Sahel. 8000 km séparent les côtes de l'océan Atlantique à l'ouest des rivages de la mer Rouge à l'est. On voit comment ce tracé traverse intégralement la ceinture sahélienne, formant une bande de restauration continue sur le papier. Mais ce n'est que le début. La suite devient plus complexe avec la mise en œuvre sur le terrain. À première vue, le projet évoque une forêt dense, mais en réalité, il s'agit d'un réseau en mosaïque composé d'efforts de restauration d'écosystèmes distincts. Chaque zone géographique applique des solutions techniques spécifiques et différenciées. L'équipement et les méthodes varient selon la composition précise des sols locaux, le volume annuel des précipitations et les besoins économiques des populations qui vivent à proximité immédiate de ces zones. Tout se complique encore lorsque l'on observe la gestion des ressources hydriques. L'équipement sépare progressivement les zones de traitement pour s'adapter à la topographie. La philosophie centrale du projet est parfaitement définie. On ne force pas mécaniquement le désert à devenir vert par une intervention brutale. Le processus ne fait que prendre de la vitesse quand on comprend que l'objectif est de réparer le fonctionnement interne du cycle de l'eau et de la structure du sol. Une fois que la Terre retrouve sa capacité physique à retenir l'humidité, la vie revient d'elle-même suivant une séquence naturelle préétablie. On peut remarquer que les arbres ne constituent pas le point de départ de la réhabilitation. Ils représentent au contraire le résultat final d'un système complexe qui a été restauré correctement depuis sa base minérale.
Le processus s'achève ainsi par le retour de la biodiversité sur des sols stabilisés. 60 cm de diamètre, c'est la dimension précise de la structure qui amorce la régénération des terres dans de vastes régions du Sénégal, du Nigeria, du Burkina Faso et du Mali. Pourquoi le point de départ de la restauration écologique ne commence-t-il pas par la plantation d'arbres, mais par une simple cuvette de sol appelée demi-lune? On pourrait penser qu'une végétation immédiate est la solution. Mais sans une préparation géométrique du terrain, les jeunes pousses ne survivraient pas aux conditions hydrologiques extrêmes du Sahel, rendant tout effort de reboisement inutile. Le choix de cette architecture spécifique découle directement de la dynamique particulière des précipitations dans cette zone géographique. La pluie ne tombe pas de manière régulière ou douce. Elle se manifeste par des rafales courtes et d'une violence extrême, avant de s'écouler rapidement le long des pentes. Une tranchée rectiligne classique ne ferait que canaliser l'eau vers le bas, accélérant ainsi l'érosion du sol. La suite devient plus complexe. On peut remarquer comment la demi-lune, avec sa forme incurvée caractéristique et son extrémité ouverte, parvient à intercepter le ruissellement provenant de plusieurs directions simultanément. L'équipement manuel sépare progressivement la terre pour former cette diguette en croissant qui force le flux à ralentir, à s'étaler et à se stabiliser. Mais ce n'est que le début. La forme en croissant réduit naturellement la vélocité de l'eau sans pour autant la piéger de manière excessive ou dangereuse pour la structure. À première vue, le système semble rudimentaire, mais en réalité, il empêche la formation de mares stagnantes, où l'eau s'évaporerait sous l'effet de la chaleur intense. L'eau s'attarde juste assez longtemps pour s'infiltrer profondément dans les couches du sol, rechargeant les réserves hydriques souterraines. Ce processus ne fait que prendre de la vitesse. Le métal des outils de creusement s'enfonce dans la terre sèche pour créer ces réceptacles qui travaillent avec le terrain et la gravité, plutôt que de tenter de s'y opposer frontalement. C'est précisément cette synergie avec les lois de la physique locale qui explique pourquoi cette méthode traditionnelle demeure efficace là où des structures modernes beaucoup plus sophistiquées ont échoué. On voit comment la terre brute se transforme en un système de gestion des fluides passifs et durables. Le processus permet ainsi au sol de retrouver une humidité constante. La matière organique commence à s'accumuler lentement dans ces creux protecteurs, préparant le terrain pour la suite du cycle. Le flux des précipitations est désormais maîtrisé et orienté vers une utilité biologique concrète. La phase de préparation du sol s'achève ainsi, laissant place à une terre prête pour la phase suivante de croissance. De là, la transformation se dirige vers la phase suivante de traitement sans hâte. 2 à 5 ans, c'est le temps nécessaire pour que les transformations biologiques deviennent enfin perceptibles à l'œil nu sur ces terrains arides. Pourquoi privilégier des espèces de graminées indigènes comme l'andropogon ou le sanche russe plutôt que des cultures vivrières immédiates? Le choix des agriculteurs ne repose pas sur une rentabilité commerciale à court terme. Mais en réalité, ces plantes sont sélectionnées exclusivement pour leur fonction écologique fondamentale au sein des fosses. Les racines de ces herbes s'enfoncent profondément dans le substrat, créant un réseau fibreux qui ancre solidement la terre contre l'érosion. Ce système racinaire complexe augmente la perméabilité du sol, permettant à l'eau de pluie de s'infiltrer au lieu de ruisseler en surface, tout en emprisonnant les matières organiques essentielles. Mais ce n'est que le début. On voit comment les touffes d'herbes, initialement dispersées et isolées, se rejoignent progressivement pour former un tapis végétal ininterrompu. La suite devient plus complexe. L'humidité stabilisée et la structure du sol désormais enrichie permettent la régénération naturelle d'espèces ligneuses plus imposantes. Des arbustes et des arbres indigènes s'implantent spontanément sans intervention humaine supplémentaire. L'équipement naturel sépare progressivement la zone stérile de la zone fertile. Passage au niveau suivant. L'écosystème commence alors à attirer une faune variée, des insectes aux petits mammifères, tandis que les systèmes de pâturage peuvent être réintroduits avec précaution. L'équipement biologique transforme ainsi des îlots de verdure précaires en systèmes fonctionnels et durables, évitant la formation de simples oasis temporaires menacées par l'avancée du désert. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. C'est ainsi que la réhabilitation des terres atteint un stade de stabilité autonome, prête pour une exploitation raisonnée. 70% des écosystèmes dégradés retrouvent leur équilibre non par un miracle climatique,
mais par une intervention humaine méthodique sur les structures fondamentales du sol et des cycles hydrologiques. Pourquoi la restauration de la capacité de rétention d'eau est-elle le paramètre le plus critique dans la réhabilitation des zones arides? On pourrait imaginer que le simple arrêt de l'activité humaine suffirait à régénérer la Terre. Mais en réalité, lorsque le sol perd sa structure physique et sa perméabilité, les mécanismes naturels de régulation sont définitivement brisés, rendant tout retour spontané à la vie impossible sans une réparation technique préalable. On peut remarquer comment les couches superficielles de la Terre s'effondrent et se compactent sous l'effet de l'érosion, empêchant toute infiltration lors des rares précipitations. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. L'eau s'écoule alors rapidement en surface, emportant les derniers nutriments au lieu de pénétrer dans les nappes souterraines pour nourrir les systèmes racinaires. Tout se complique encore. L'équipement mécanique intervient pour briser cette croûte imperméable et recréer des structures de captage précises. Les ingénieurs et techniciens au sol procèdent à la restructuration physique des paysages en reconstruisant des barrières et des bassins de rétention calculés. Cette action directe restaure mécaniquement la fondation nécessaire à la survie de la flore. Mais ce n'est que le début. Une fois que la structure physique est à nouveau capable de stocker l'humidité, la dynamique biologique s'enclenche d'elle-même. La suite devient plus complexe. La végétation reprend racine dans ces zones stabilisées, fixant à nouveau l'azote et augmentant la porosité du terrain par le développement des réseaux de racines. L'équipement sépare progressivement les zones de régénération des zones de dégradation active. On voit comment les cycles biologiques naturels s'ajustent à ces nouveaux paramètres techniques installés par l'homme. Le processus atteint alors un stade où l'écosystème peut à nouveau fonctionner de manière autonome. La matière organique s'accumule en couches uniformes, protégeant le sol de l'évaporation directe par le rayonnement solaire. Passage au niveau suivant. Ce cycle de réparation achève sa phase initiale, permettant à la nature de reprendre ses fonctions de régulation thermique et hydrique. C'est ainsi que s'achève l'une des étapes clés de la stabilisation des sols désertiques. Le flux de la vie se dirige maintenant vers une phase de croissance stabilisée et durable.